Bonjour et bienvenue à Info Aîné. Aujourd'hui, nous sommes encore avec nos conseillers en gestion de patrimoine et planificateurs financiers, Ghislain Paquette et Vicky Jacques. On aborde aujourd'hui des questions un peu complexes. Les REER, les FER, les CELI, les REE, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'idée est de savoir comment gérer ses avoirs du mieux qu'on peut. Alors, on retrouve nos spécialistes en formule COVID-19, c'est-à-dire sous forme de discussion encore une fois aujourd'hui. Bonne émission. Bienvenue, Vicky! Bonjour, Ghislain, je suis contente de te retrouver. Ben, moi de même. Tu sais qu'aujourd'hui, on parle REER, FER, CELI et régime d'épargne études. Allons-y. Alors, on va y aller sous forme de quiz. Ah, bonne idée. Premièrement, dis-moi, un REER, c'est quoi? Ghislain, un REER, c'est un régime enregistré d'épargne retraite. D'accord. Ça va? Donc, le quiz commence. Le quiz commence. Et moi, je te lance la première question, Ghislain. C'est Ça toi te qui va? commence. Vas-y. Est-ce que c'est vrai qu'une cotisation REER pourrait nous permettre d'augmenter certains crédits d'impôt, Ghislain? Bien, absolument. En réalité, lorsque je cotise à Montréal, je abaisse mon revenu familial. Je donne un exemple. J'ai 35 000 de revenus, je prends 5 000 de REER, je tombe à 30 000 de revenus total. Ça va? Jusque-là. Par contre, ce 30 000-là, vu que le montant n'est pas tellement élevé, ça peut me permettre d'augmenter ma TPS, augmenter ma solidarité, augmenter des allocations familiales si j'ai des enfants. Donc, l'importance de cotiser un REER, c'est de sauver de l'impôt. Maintenant, c'est à mon tour. Je peux détenir des REER dans plus d'une institution financière. Vrai ou faux? Vrai. Vrai, Ghislain. Explique-moi ça. En fait, c'est vrai qu'on peut avoir des REER dans plus d'une institution financière, mais il faut faire attention parce que c'est dangereux de se tromper. Pourquoi? Parce que, Ghislain, tu sais, nos droits REER sont toujours inscrits sur notre avis de cotisation fédérale. Alors, quelqu'un qui ne suit pas son avis de cotisation fédérale annuel pourrait dire, bon, ben, j'ai fait des versements dans une institution financière au courant de l'année. Ben, aujourd'hui, je vais aller dans une autre institution puis faire une cotisation supplémentaire, ce qui pourrait faire que cette personne-là va excéder ses droits REER. Donc, sincèrement, Ghislain, je recommande pas d'avoir des comptes enregistrés dans plus d'une institution financière parce que ça pourrait arriver qu'on se trompe. Puis le risque qui va arriver, en réalité, c'est que la personne, si elle cotise 2 fois, exemple, puis qu'elle dépasse le 20 000 excédentaire qu'on a le droit... Le 2 000. Excuse-moi, le 2 000. Mais à ce moment-là, c'est que, mettons qu'il y a 2 000 de plus, là, il va y avoir une pénalité du gouvernement. Exactement. Donc, c'est ça le risque. Oui, puis on s'entend que ça pourrait être coûteux pour cette personne-là. Là. D'accord. OK? À mon tour maintenant, Ghislain. La date limite de cotisation REER est le 1er mars de l'année suivante. C'est vrai, puis c'est faux. Là. Pourquoi? C'est parce que la plupart du temps, c'est le 1er mars. Parce que c'est toujours les 60 premiers jours de l'année. OK. Mais il y a des années bissextiles. Et cette année-là, c'est le 29 février. Donc, les 60 jours complets de l'année. Voilà. Je comprends. C'est à mon tour de t'en poser une. Je peux donner de l'argent à mon conjoint dans ses REER. Est-ce que c'est vrai que je peux cotiser au REER de mon conjoint, puis lui donner de l'argent, puis cotiser dans son REER? Non, Ghislain, c'est faux. C'est faux parce que quand on donne de l'argent à notre conjoint, il ne faut jamais oublier qu'il y a les règles d'attribution qui vont s'imposer. Hein? Donc, ça veut dire que on va avoir des frais à défrayer à cause de ce transfert-là d'actifs. Par contre, j'ai une solution pour toi si tu veux donner de l'argent pour cotiser au REER de ton conjoint. Est-ce que tu as déjà entendu parler du REER conjoint cotisant, Ghislain? Bien, oui. Oui? Alors, je me permets de te l'expliquer pour le bien de tous, d'accord? D'accord. Donc, je prends l'exemple de mon cas. Je prends un montant d'argent à moi, OK, que je transfère dans le compte de mon conjoint, dans le REER de mon conjoint. Donc, je prends mes sous à moi, qu'on cotise REER conjoint cotisant dans le compte de mon conjoint. Oui. C'est moi qui vais obtenir la déduction, comme tu l'as si bien expliqué au début de notre rencontre. Par contre, l'avantage, c'est que lorsque mon conjoint va venir pour retirer ces REER-là dans quelques années, bien, c'est lui qui va payer l'impôt. Il ne faut pas oublier la règle des 3-31 décembre. Voilà, tu m'enlèves les mots de la bouche, très, très important. En fait, Ghislain, c'est super important qu'on respecte le fait d'avoir 3-31 décembre de penser avant de faire le retrait de REER conjoint cotisant. Donc, même si tu as cotisé un 29 décembre et tu as vraiment le 31 décembre de cette année,
là qu'il faut comptabiliser, là, OK, finalement. Très important. Sinon, si on ne respecte pas ces 31 décembre-là, ce qui va arriver, si je reprends mon exemple, c'est que c'est moi qui paierai l'impôt sur le retrait REER que mon conjoint ferait. OK? Donc, on utilise la cotisation conjoint cotisant, Ghislain, lorsqu'on a un couple, par exemple, qui a un plus gros, un homme ou une femme qui a un plus gros revenu que l'autre, finalement. OK? Donc, ça peut être très intéressant pour diminuer le revenu de la personne qui a un revenu plus élevé. Et à la retraite, bien entendu, bien, lorsque le conjoint cotisant va sortir l'argent de son REER, bien, lui, à ce moment-là, va payer moins d'impôts que si on avait cotisé au propre nom de la personne qui a un plus gros revenu. Ah, mais c'est bien. Très intéressant, hein? Oui. C'est Alors, à toi à m'en poser une. Oui. Je ne peux plus cotiser à mon REER après l'âge de 71 ans. Vrai ou faux? C'est vrai, puis encore une fois, c'est un peu faux. Mais là... Parce qu'en réalité, j'ai le droit de cotiser dans le REER de mon conjoint s'il est en bas de 71 ans, mais dans le mien, à 71 ans, quand j'ai eu mon 71 ans, je ne peux plus cotiser dans mon REER à moi. Mais tu as quand même une porte de sortie avec ton conjoint. Exactement. La stratégie souvent qu'on va employer, c'est que si le conjoint, exemple, a 69 ans, bien, je pourrais cotiser dans son REER à lui, conjoint cotisant, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, pour à ce moment-là avoir ma déduction d'impôt, mais que l'argent soit à son nom à lui. Par contre, tu parlais tantôt de la règle du 3-31 décembre. J'ai dit 69 ans. Donc là, à 72 ans, ma conjointe va avoir eu ses 3-31 décembre tout probablement de fait. Oui. Mais à 71 ans, il faut qu'elle transforme ses REER en fer. Donc, là, on y arrive quoi à ce moment-là, à ce niveau-là? Bien, si elle retire seulement le minimum, c'est quand même elle qui va être imposée et non pas moi. Elle ne sera pas pénalisée à cause de son âge. Exactement. Je comprends tout à fait. Bref, en résumé, Ghislain, là, ce qu'il faut retenir du REER, c'est fort simple. Quand on investit dans un REER, c'est qu'on met du capital à l'abri de l'impôt. Puis ce capital-là, à l'abri de l'impôt, ben, nous permet forcément d'aller chercher des déductions de crédit d'impôt, comme tu l'as très bien expliqué. Il ne faut pas oublier aussi que ça va nous permettre, tout dépendant de l'âge qu'on a, bien entendu, de pouvoir avoir accès au régime d'accession à la propriété, communément appelé le RAP, ou le REP, qui est le régime d'encouragement d'éducation permanente. Deux très bons régimes que le REER nous permet d'avoir accès. Par la suite, bien entendu, ça nous donne accès à d'autres crédits d'impôt, en fait, pour augmenter nos crédits d'impôt. Et au-delà de ça, ça pourrait aussi nous permettre d'avoir accès à d'autres régimes gouvernementaux, comme par exemple le supplément de revenu garanti. Ça dit quelque chose? Bien sûr. Bien voilà. Des fois, ça nous permet d'avoir accès à ce supplément de revenu garanti-là, Ghislain. Écoute, c'est bien beau, là. Hein? Entre toi et moi, là, on a parlé de REER. Bon. Mais si j'ai besoin d'argent, là, est-ce que je peux le retirer, moi, ce REER-là, Ghislain? Ben, Vicky, c'est sûr que tu peux retirer dans ton REER. Par contre, c'est pas la meilleure façon de faire. Pourquoi? Je m'explique. En réalité, lorsque tu retires dans un REER, c'est un montant comme un revenu, exemple, on va dire, d'intérêt. Donc, c'est imposable à 100 %. Lorsque tu transformes ton REER, par contre, en fer, même si tu as 50 ans, même si tu as 22 ans, OK. c'est que même à 22 ans, même à 22 ans. Si tu as vraiment un besoin d'argent et que tu dois aller retirer dans ton REER, en réalité, le désavantage, c'est que tu n'as pas de crédit qui peut te faire sauver de l'impôt. Dans ton fer, par contre, tu as un crédit au provincial qui est toujours valide pour la retraite. Donc, lorsque tu as un fer, ça devient un revenu de retraite. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir bénéficier tout simplement de cette exemption-là de 2 000 $ qui va être déduit sur ton revenu. Peu importe l'âge au provincial, c'est ça que tu me dis, Peu importe l'âge. Pour le fédéral, il y en a un aussi, mais ça sert seulement aux gens de 65 ans et plus. Et en même temps, il ne faut pas oublier qu'à 65 ans et plus, si j'ai un fer, je peux aussi fractionner sur mon rapport d'impôt la moitié de mon montant de fer de retiré. Par contre, je ne peux pas le faire en bas de 65 ans, peu importe provincial, fédéral. Mais au niveau du fractionnement, ça se fait provincial et fédéral lorsque j'ai 65 ans et plus. La moitié de mon montant seulement sur le rapport d'impôt va pouvoir être fractionné et remis sur l'impôt de mon conjoint, ce qui va faire qu'on va équilibrer les revenus puis avoir un avantage fiscal qui peut être intéressant. Tout à fait, je comprends. Puis, Ghislain, es-tu d'accord avec moi qu'on a souvent des questions dans nos bureaux? Bien, à 71 ans, là, il y a quelque chose qui se passe avec le REER puis le fer. Bien oui, c'est sûr, parce qu'à 71 ans, j'ai pas le choix. Le gouvernement me demande obligatoirement d'aller mettre mes REER
en faire. Puis là, quand je parle de mes REER, c'est peu importe l'institution financière. Ah oui. Et là, il peut y avoir, comme on disait tout à l'heure, un désavantage d'en avoir un peu partout. Pourquoi? Si j'ai un très bon placement, exemple, placé dans une banque, mais j'en ai un meilleur à la caisse, bien, je vais devoir sortir mon 5,28 parce que le taux 71 à 71 ans, c'est 5,28 du montant total de nos fers. Peu importe l'institution confondue. C'est ça que Exact. tu Donc, dis. si j'ai 100 000 en tout dans mes fers, je dois sortir 5 280 $. Ça, c'est le minimum obligatoire. Par contre, il n'y a pas de maximum. Je pourrais décider une année de sortir 25 000, l'autre année sortir mon 5 000 minimum. Il n'y aurait pas de problème. Donc, il y a des possibilités de sortir des montants différents. Et l'important, comme je disais tantôt, c'est le fractionnement. Par contre, il ne faut pas oublier que le pourcentage va monter à chaque année parce que le gouvernement a établi une table qui fait que mon 5,28 va tomber à exemple 5,48, 5,78. À un moment donné, Ça on va être augmente rendu toujours à comme ça. 90 ans, ça va être 20 de mes REER que je vais de mes fers, que je vais devoir sortir. En fait, l'objectif, si je ne me trompe pas, Ghislain, c'est qu'on ait des fers jusqu'à une durée approximative de entre 90 à 95 ans, grosso modo, hein, si on sort toujours si le on minimum. sort toujours le minimum, exactement. Puis, au niveau du fer, on peut recevoir... En fait, l'avantage du fer comme revenu de retraite, c'est qu'on peut recevoir cette rente-là sous plusieurs formes. Hein? Exactement. En réalité, on peut le faire soit annuel, on peut le faire trimestriel, semi-annuel, on peut le faire, exemple, à tous les mois et même par semaine. Wow. Fait que ça te donne toute qu'une flexibilité au niveau de tes revenus. Là. Exactement. Nous, souvent, à la caisse, on va le faire en réalité mensuellement, le 15 de chaque mois, vu que mes pensions, ma riche des rentes, arrivent à la fin du mois. Oui, c'est une bonne idée. Ça te fait un revenu aux 2 semaines. Absolument. Je comprends. Puis, si maintenant on passait au CELI, Bien, ça me convient parfaitement. qu'est-ce que le CELI? Compte d'épargne libre d'impôt, Ghislain. Voilà aussi simple que ça. Bien, allons-y avec un vrai ou faux, encore une fois. OK, allons-y. La mise en place du gouvernement au niveau des CELI, est-ce que ça a commencé en 2008? Ben non, Ghislain. Le CELI a été établi par le gouvernement fédéral en 2009. Je ne sais pas si tu te souviens, mais en 2009, le premier montant que tout particulier a eu droit de cotiser, c'est 5 000 $. Après ça, ces montants-là ont varié d'une année à l'autre. On a passé de 5 000 à 5 500. Il y a même eu une année, je ne sais pas si tu te souviens, Ghislain, où on a pu cotiser 10 000. Exact. Hein? Ensuite, ça a redescendu, 5 500. Et là, depuis 2009, on a le droit de cotiser un montant de 6 000 par année. Donc, reste à voir pour la suite, puisque ce montant-là est établi annuellement par le gouvernement fédéral. Exact. À ton tour, Ghislain. Oui. J'ai un fils, il a 16 ans. Il travaille à temps partiel. Est-ce qu'il a le droit de prendre des CELI, Ghislain? Ben non. En réalité, les CELI commencent à l'âge de 18 ans. OK? Faut dire quand même que si on prend une personne qui, en 2009, était en bas de 18 ans, depuis ce temps-là, avec tous les chiffres que tu as donnés tout à l'heure, on peut avoir cotisé 75 500. Pour quelqu'un qui n'aurait jamais cotisé, en 2021 et qui est âgé de, exemple, 50 ans, pourrait aujourd'hui prendre 75 500 si, exemple, il gagnait à la loterie. Et sa conjointe, la même chose. Mais si mon enfant, tu parlais tantôt de ton enfant de 16 ans, mais si mon enfant, à moi, a 18 ans en 2021, combien a-t-il le droit de mettre de REER selon toi? 6 000? Seulement 6 000. Il y a juste le droit des cotisations de l'année en cours. Je comprends. Et il faut voir toujours selon l'âge de la personne. Puis ce qui est dangereux, c'est quand j'ai des CELI un peu partout, on l'expliquait pour le REER tantôt, c'est le même principe. Souvent, nous, on va voir des gens et on leur demande est-ce que vous avez pris votre CELI cette année? Non. Êtes-vous sûr de ça que vous avez pris votre CELI cette année à nulle part? Là? Non, mais là, on peut le faire. Mais sinon, ça peut être dangereux de doubler notre CELI 2 fois, puis le gouvernement charge 1 % par mois pour les cotisations excédentaires. D'où les fameuses lettres de cotisation excédentaire CELI qu'on reçoit. Exactement. Donc, attention. Hein? Attention. Oh. C'est à mon tour de t'en poser une. OK. Je peux donner de l'argent à mon conjoint pour qu'il cotise dans son CELI. Est-ce que c'est comme le REER? Là? Non, Ghislain, c'est pas comme le REER. Donc, la réponse, c'est vrai. Tu peux transférer un montant d'argent à ton conjoint pour qu'il le cotise dans son REER. Et ce, sans conséquences fiscales. Donc, il n'y a pas de règle d'attribution, OK, lorsqu'on transfère des sous au CELI de notre conjoint. En fait, quand on donne l'argent pour qu'il cotise dans son propre CELI, OK? Prenons l'exemple d'un montant de 10 000 Donc, moi, encore une fois, je prends un montant de 10 000 je le transfère dans le compte de mon conjoint et celui-ci cotise 10 000 dans son CELI, en supposant qu'il a les droits, bien entendu.
c'est parfait, c'est bien beau. Mais sachez que ce 10 000-là, je n'ai pas le droit de le redemander à mon conjoint puisqu'il s'agit d'un don, Ghislain. Ce qui est donné est donné. Ce qui est donné, tu as tout compris. Donc, par le fait même, supposons que je suis mariée, encore une fois, demain matin, je me divorce. Eh bien, je ne sais pas si tu le savais, Ghislain, mais le CELI n'entre pas dans le patrimoine familial. OK? Donc, le CELI de mon conjoint, le 10 000 $ que j'aurais donné dans mon exemple précédent à mon conjoint, je ne le reverrai pas. Ça lui appartient. Donc, dans le patrimoine familial, on sait que le REER, le CELI, tout ça serait partageable. Donc, pas le CELI. À faire attention. Donc, il faut être conscient des actes qu'on pose par rapport au CELI. Je sais que tu me permets de faire une autre parenthèse. Vas-y donc. Souvent, on a des questions dans nos bureaux par rapport au décès en lien avec le CELI. Oui. OK? C'est particulier parce que le REER et le FER, on a la possibilité au Québec de pouvoir faire un roulement au conjoint. OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne désenregistre pas le montant et on le transfère directement en régime enregistré à notre conjoint. C'est pas Vicky de le passer au rouleau à Pâques? Non, okay. Non, c'est pas... Non, on fera pas de tarte aujourd'hui, Ghislain. Donc, par le fait même, le CELI, on ne peut pas le rouler au conjoint Ghislain. Comment ça se passe fiscalement parlant pour le CELI? C'est que lorsqu'on décède, prenons l'exemple encore de moi. J'aime ça me prendre un exemple. Aujourd'hui, Ghislain, moi, je décède, OK? Oui. Ce qui va arriver avec mes CELI, c'est qu'on va faire un retrait dans mon compte. CELI, pour l'entièreté de mon compte CELI. Et par la suite, on va transférer cet argent-là dans le compte de mon conjoint pour le recotiser à lui. Ensuite, on remplit une fiche, OK? Qu'on appelle une demande de cotisation exclue. OK? Donc, ensuite, cette fiche-là, qui est une fiche du gouvernement principalement, on lui envoie pour l'aviser que les cotisations que nous avons reçues telle date proviennent d'un conjoint décédé et qu'elles ne doivent pas être comptabilisées ou tenues en compte dans mon propre CELI, ce qui ne m'empêche pas, moi, d'utiliser mes droits et de pouvoir continuer à mettre du CELI. En réalité, ça veut dire que je donne les sous à mon conjoint. De par le fait que j'ai donné ces sous-là de mon décès, ben, il n'y aura pas de suivi du gouvernement comme quoi j'ai cotisé en trop. Exactement. C'est ce que je comprends. Et tu n'auras pas de pénalité à avoir les CELI de ton conjoint décédé si tu as bel et bien reçu l'avis du gouvernement pour les cotisations exclues. Ça, c'est très, très important. OK, et c'est là qu'il est important de dire qu'il faut que les gens, autant que possible, sur leur testament, mettent le nom du conjoint comme quoi il va recevoir les CELI. Tu as tout compris. Idéalement, pour démystifier le tout et que tout soit clair, on est aussi bien d'inclure dans notre testament, dans nos régimes enregistrés, le fait qu'on veut que notre CELI soit transféré à notre conjoint. Comme ça, bien, ça évite tout simplement des problématiques. Donc, voilà, c'est vraiment une parenthèse qui est très importante selon moi, Ghislain, là. Super. J'ai terminé. C'est à mon tour de te poser une question. J'ai de l'impôt à payer sur mes revenus gagnés, mais uniquement lorsque je retire des sommes de mon CELI. Bien, finalement, tu sais que le CELI, le capital que je lui ai mis n'est pas imposable. Un peu comme un REER, lorsque je le mets, je ne paye pas d'impôt, mais quand je vais le retirer, je vais payer de l'impôt au niveau de mon REER ou mon FER, tandis que le CELI, tout ce que j'y mets et les revenus que je vais y faire, peu importe le placement où je vais être, bien, je ne paierai jamais d'impôt. Ça dit bien libre d'impôt. Fait qu'en réalité, il n'y a jamais une imposition. La seule imposition qu'il peut y avoir au niveau d'un CELI, c'est lorsque je décède et le temps que mon CELI s'en aille dans le compte de mon conjoint, cette partie-là d'intérêt que je vais faire, celle-là pourrait être imposable, mais c'est minime parce que souvent, c'est pas tellement long que le conjoint va avoir les montants d'argent à son nom, donc pas d'impôt. À moi de t'en poser une. Je peux cotiser dans mon CELI même si j'ai plus de 71 ans. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, Ghislain. Parce que c'est pas comme le REER ou le FER. Bien, le REER, entre autres, du tout. Le REER, on se souvient qu'on avait le droit de cotiser jusqu'à maximum au 31 décembre de notre 71e anniversaire. Dans le CELI, peu importe l'âge qu'on a, tout en respectant les droits de cotisation annuels émis par le gouvernement, on a le droit de cotiser tout le temps qu'on est vivant au CELI. Et aussi, bien, il n'y a pas de retrait obligatoire dans le CELI. Donc, supposons que quelqu'un a aucunement besoin de ses actifs, de son CELI pour vivre ou pour des dépenses ou quoi que ce soit, mais cet actif-là pourrait rester dans son CELI jusqu'à son décès, finalement. Je te fais une autre parenthèse, Ghislain, au niveau d'un retrait CELI.
Le retrait CELI, là, est-ce que tu savais que si, exemple, en 2020, j'ai fait un retrait, j'ai retiré le 6 000 $ que j'ai mis, est-ce que tu savais que ce CELI-là, en 2020, je n'ai pas le droit de le remettre dans l'année où est-ce que j'ai fait le retrait? Oui, mais tu peux le cotiser l'année suivante, par exemple. Hein? Exactement. Dans le fond, tu ne peux pas le mettre en 2020, mais tu vas pouvoir le remettre à partir du 1er janvier 2021, dans mon exemple, donc au 1er janvier de l'année suivante précédant le décès. Avec les intérêts que tu y as retirés aussi. Exactement. Parce que les intérêts redeviennent du CELI qu'on peut remettre, c'est ça? Tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'à chaque année, il y a un nouveau droit accessible aussi. Donc, ça nous donne un double montant à cotiser finalement. C'est super. C'est un bel avantage. Bon, c'est bien beau, Ghislain, là. On a parlé du REER, du CELI, mais demain matin, là, tu me conseillerais quoi, moi? Penses-tu du REER ou du CELI? Bien, en réalité, Vicky, il n'y a pas un cas pareil. Chaque cas est individuel. Donc, la première des choses, c'est notre travail, puis tu le sais, c'est d'analyser à savoir est-ce que je mets de l'argent dans mon REER. Premièrement, est-ce que j'ai l'âge de le faire ou pas? Hein? C'est la première des choses. Nous, on travaille avec les retraités, donc est-ce que j'ai l'âge de le faire? Suite à ça, ben, est-ce que c'est plus avantageux de le mettre dans mon CELI ou dans mon REER? Bien, le REER, il me donne une déduction que je peux avoir besoin de ce retour-là, mais il pourrait permettre d'aller chercher, exemple, peut-être du supplément de revenu garanti, pourrait me permettre d'aller chercher des crédits d'impôt intéressants, donc TPS, Solidarité. Donc là, mon REER serait avantageux. Par contre, pour quelqu'un qui est en fer, exemple, bien, le CELI est plus avantageux parce que je retire déjà des REER qui sont transformés en fer, donc je ne reprendrai pas des REER, même si j'ai des droits. Là, je vais prendre du CELI au maximum pour éviter que ces montants-là soient imposables sur mon impôt. Et c'est pour ça que je pourrais même cotiser aux deux selon mon âge. Oui, je comprends. Mais donc, il faut analyser à savoir lequel des deux, pour la personne, est le plus avantageux, puis surtout de faire un suivi des droits qu'on a le droit de mettre autant dans le REER, autant dans le CELI. Du cas par cas. Cas par cas, exact. À moi de t'en poser un autre pour les particuliers. Existe-t-il un autre moyen de sauver de l'impôt? Qu'est-ce que tu dirais du REE, régime d'épargne d'études? Le régime enregistré d'épargne études, Oui. bien sûr. Hein? C'est quand même un autre beau plan. Donc, Ghislain, est-ce que on est obligé d'avoir un lien de parenté entre le souscripteur d'un régime d'épargne études et le bénéficiaire? Ben, en réalité, il n'y a pas obligé. Si ton voisin il est super fin, là, puis que, écoute, il t'aime beaucoup, puis il aime tes enfants, il pourrait cotiser dans le régime d'épargne études de ton enfant. Ça pourrait être un bon place, hein? Exactement. OK. Donc, OK. si, par contre, le régime d'épargne études est familial, ben là, c'est sûr que il va y avoir un lien de famille, c'est ça. Donc, si je vais avoir un régime d'épargne études pour chacun de mes enfants, il y en a certains régimes qui sont familiales. Nous, chez Desjardins, sont individuels, fait que ça permet de pouvoir transférer d'un enfant à l'autre si jamais il y a besoin. Parfait. À moi de t'en poser une. Les cotisations effectuées dans un régime d'épargne études, ils appartiennent à qui? Aux bénéficiaires ou aux souscripteurs? On y va-tu pour le souscripteur? Bien, normalement. Hein? OK. Allons-y pour le souscripteur, Ghislain. Donc, toutes les cotisations qu'on fait dans un régime d'épargne études appartient au souscripteur, donc à la personne qui a fait la cotisation dans le REE. OK? Ce qui va appartenir aux bénéficiaires obligatoirement, c'est le subventions et les revenus. D'accord? Donc, les subventions et les revenus vont être imposables dans les mains du bénéficiaire lorsqu'on va faire un retrait de paiement d'aide aux études. Au niveau des subventions, je veux simplement te dire que c'est très, très avantageux. Entre autres, c'est le principal atout du régime d'épargne études parce que lorsqu'on fait une cotisation, on a automatiquement au minimum une subvention fédérale de 20 % provinciale de 10 %. Donc, c'est très, très intéressant, Ghislain, pour le régime d'épargne études. Le régime devra être liquidé au plus tard à la fin de l'année civile du 35e anniversaire, Ghislain. Bien, en réalité, c'est vrai, parce qu'un régime dure 35 ans, peu importe où ce qu'il est fait. Pourquoi il dure 35 ans? Bien, normalement, ton enfant, il devrait être rendu qu'il a terminé ses études à 35 ans si tu as commencé à zéro. Par contre, un régime pourrait commencer à l'âge de 5 ans. Ça veut dire qu'il pourrait durer jusqu'à l'âge de 40 ans, mais il ne peut pas aller plus que 35 ans d'existence du régime. Est-il nécessaire, Vicky, de cotiser au moins 50 $ pour avoir le montant du BEC? Tu vas nous expliquer en même temps le BEC. Bon d'études canadien, autre subvention que le gouvernement a créée dans les dernières années qui permet aux familles à faible revenu, dans le fond, de mettre des sous dans un régime d'épargne études. C'est uniquement le gouvernement qui vous dépose des sommes annuellement en fonction de l'admissibilité et des revenus
familial. Bien entendu, ça prend des faibles revenus. Ça vous permet d'avoir un maximum de 2 000 dans cette subvention-là au nom de l'enfant, mais c'est tout à fait vrai. En fait, c'est tout à fait faux, Ghislain. Tu n'as pas besoin d'avoir des cotisations établies dans le régime d'épargne-études pour avoir accès au BEC. Donc, toutes les familles à faible revenu devraient avoir un régime d'épargne-études d'ouvert pour le bon d'études canadien. Parce que tu peux aller chercher jusqu'à 2 000, je crois. Exact. Premier, 500 $. Ensuite, c'est 100 $ par année selon l'admissibilité de la personne, jusqu'à concurrence de 15 ans, ce qui fait notre 2 000 $ au total de subventions pour le BEC. Ah, super intéressant. Est-ce que tu nous fais un résumé? Parce qu'on en a dit beaucoup, là. Bien, en réalité, le régime d'épargne-études, ça sert à quoi? Hein? Ça sert aux études postsecondaires de notre enfant. Ça, c'est la première règle qu'il faut retenir. Donc, ça permet d'accumuler des sous pour que l'enfant puisse aller aux études plus facilement. La deuxième chose, bien, c'est l'argent à l'abri de l'impôt, parce qu'un régime d'épargne-études, ce que j'y mets, je ne suis pas imposé. Qui va être imposé, c'est l'enfant, tu l'as dit tout à l'heure. Et comme l'enfant n'aura pas beaucoup de revenus, bien, 0 $ d'impôt à payer. C'est très super intéressant. Hein? Ensuite, bien, profiter des subventions, le 20 et le 10 % minimal. Écoutez, on peut aller chercher jusqu'à 10 800 $ de subventions dans un régime d'épargne-études. Fait que même un grand-parent pourrait être intéressé de placer des sous qu'il n'a pas de besoin pour son petit-enfant. Considérant que c'est à l'abri de l'impôt, c'est un beau moyen. Et bien, les transferts toujours possibles entre enfants. Comme je disais tantôt, si j'ai 2 régimes d'épargne-études à 2 enfants différents, bien, si un ne va pas aux études, bien, je pourrais transférer les sous dans l'autre. Fait que ça résume en réalité notre rencontre d'aujourd'hui qui parlait du REER, du FER, du CELI et du régime d'épargne-études. Beaucoup d'informations dans une même rencontre. C'est sûr. Donc, on invite les gens toujours à venir nous voir puis nous en parler, puis ça va nous faire plaisir de les accompagner, bien sûr. Fait que ça fait un plaisir de te voir encore aujourd'hui. Tout à fait. On se dit à la prochaine, Ghislain. À la prochaine. Merci. Bye-bye. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui et cette formule spéciale échange COVID-19. J'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, on retrouve une notaire qui va nous aider à démystifier les règles entourant le testament, Marilyn Hood. Alors, on se revoit la semaine prochaine.